Bienvenue à Famille sans tabou, l'émission qui parle de parentalité, de couple, d'amour, de développement personnel sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons parler de famille et plus précisément des étapes de la vie familiale. Un sujet important qui va être traité aujourd'hui avec Gilbert Grezet. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Nous allons te présenter, même si certains te connaissent déjà très bien. Tu es pasteur. Oui, à Clarens et à Lausanne actuellement. Donc en Suisse. Oui. Tu es aussi responsable du département famille à la Fédération adventiste de la Suisse romande et du Tessin. Oui, depuis 1993. Oui, donc tu as fait beaucoup de choses avec les familles. Tu connais bien les familles de cette fédération. Oui, plusieurs. Oui, Et tu as aussi fait des formations. Je te laisse développer sur ça. oui, rapidement, j'ai suivi des formations à l'Institut d'études du couple et de la famille de Genève et à l'IFG, Institut de la famille de Genève, des instituts laïques, mais qui m'ont permis de donner une formation complémentaire à mon master en théologie. Donc tu as une certaine expertise en matière de famille. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je vais te dire que j'ai été un peu surprise avec le thème d'aujourd'hui. Parce que pour moi, toutes les familles sont différentes. Il n'y a pas forcément de modèle. Et pourtant, tu nous dis qu'il y a des étapes qui sont communes un peu à toutes les familles. Alors, est-ce qu'on peut commencer par ça? Je te pose tout de suite la question. Quelles sont ces différentes étapes? Mais c'est les grandes étapes de la vie d'un être humain. On va mentionner la toute première, naître. Ça a l'air de rien, mais c'est un point de départ qu'on a tous en commun, sinon on ne serait pas là. Effectivement. Ensuite, on grandit. Et dans la croissance, il peut se passer beaucoup de choses. Et là, qu'on soit tous différents, je te rejoins. Mais le fait même de naître, de grandir, et ensuite de prendre deux chemins à choix, soit le célibat, soit le mariage, ou disons, de se mettre avec quelqu'un. Et si on choisit de se mettre avec quelqu'un, ben, on va à notre tour avoir des enfants. Donc on va recommencer un deuxième cercle. On va voir la naissance de nos enfants, on va voir la croissance de nos enfants, et après, on va peut-être les voir se marier ou rester célibataires, mais s'ils se marient, ils vont quitter notre nid à nous, et du coup, c'est encore une étape suivante. Et puis, on pourrait encore augmenter ces étapes en parlant du troisième cercle possible si on devient grand-parent. Et puis, à l'arrivée, alors, pour certains privilégiés, il peut même y avoir un quatrième cercle en devenant arrière-grand-parent. Mais ça devient plus rare parce que les générations ont plutôt tendance à s'allonger. On met plus de temps à avoir des enfants. Voilà, qu'à une époque où les enfants venant plus vite et l'espérance de vie ayant augmenté, il n'était pas rare de voir des arrière-grands-parents. Et puis, restera une dernière étape pour tous, hélas, c'est faire face à son déclin et à sa propre mort. Et en ce sens-là, l'être humain va forcément passer par ces étapes-là. Alors oui, effectivement, maintenant je comprends mieux. Effectivement, ce sont des étapes qui sont communes à tout être humain. Ouais. En quoi est-ce que ces différentes étapes influencent les rapports familiaux? Alors, une des formations que j'avais suivies justement à l'IFG à Genève m'a fait connaître une dame qui s'appelle Lee Combry Graham, qui a mis en place ce qu'on pourrait appeler la spirale de la vie familiale. Cette spirale, j'espère que vous pourrez la faire apparaître à l'écran, ce serait vraiment bien. Parce qu'on va comprendre un certain nombre d'enseignements suite à ces spirales. Il y a les différentes étapes qu'on va suivre, comme on le dit, comme une forme de spirale, mais qui va déboucher sur deux grands moments. Il y a un grand moment où la famille vit une force qui la rapproche, qui rapproche ses membres les uns des autres, c'est quand il y a une naissance. Le couple qui vient de donner naissance à l'enfant va forcément se rapprocher autour du berceau. Mais pas seulement le couple des parents, mais les deux couples des grands-parents s'ils sont toujours là. Souvent, c'est l'occasion pour que les parents avec ceux qui sont devenus parents se rapprochent encore plus de leurs parents à eux parce que c'est exactement. Une ouais. L'expérience est commune, Ouais. Du coup ils se retrouvent. Ça, c'est ce qu'on appelle une période de rapprochement. C'est super bien, mais ce n'est pas facile. Parce que ça va aussi mettre en lumière un certain nombre de possibles tensions. Entre les familles du Nord et les familles du Sud, il y a de grandes différences. Je prends l'exemple qui arrive assez fréquemment en Suisse, d'un petit Suisse au bras noueux qui devient papa avec une fille qui était peut-être d'origine italienne, du Sud, ou peut-être espagnole, ou peut-être d'Amérique du Sud. Pour les mamans de ces pays-là, si leur fille devient maman, il est indispensable d'aller passer du temps chez sa fille. Soit présente. Voilà. Mais chez les Suisses. Mais oui, non, mais le Suisse aussi, il aime beaucoup la visite des grands-parents, surtout qu'en général,
ça va avec des beaux cadeaux pour la naissance de leur enfant et tout ça. Mais le Suisse s'attend à ce que ses parents, après la visite, repartent. Alors que la maman qui vient d'un pays du Sud va vouloir s'établir au minimum 15 jours, peut-être un mois, peut-être 2 mois chez sa fille pour l'aider. C'est un formidable sentiment. Mais c'est pas dit que ça passe facilement dans la tête du papa qui, lui, a qu'une envie, c'est de retrouver un peu d'intimité avec sa femme et puis pas forcément d'avoir sa belle-mère chez lui pendant des semaines et des mois. C'est sûr. Alors, cette période de rapprochement, elle est magnifique à vivre. On se retrouve tous autour du berceau. Mais c'est aussi un temps dans lequel il faut réaccorder les violons. Et ça peut se faire parfois avec des grincements. L'autre grand moment, presque à l'opposé de celui-ci, vous le retrouverez en bas du schéma de la spirale familiale. C'est un moment dit d'éclatement ou de force centrifuge. Ça part vers l'extérieur. C'est quand on a des adolescents à la maison, que nous, on a peut-être entre 40 et 50 ans, et puis que nos parents arrivent à la retraite. Pourquoi je dis c'est une phase d'éclatement? Déjà, l'adolescent, on lui donne n'importe quelle heure de rentrée, c'est trop tôt. Il va négocier 1 heure de plus, 2 heures de plus, 3 heures de plus, avec l'excellent argument toujours le même, les copains, ils peuvent plus tard. Qu'est-ce que vous voulez faire là contre? Vous êtes parent, vous allez devoir admettre que votre ado, reste plus tard dehors, rentre moins vite à la maison. Quand on a 40-50 ans, il y a aussi un risque conjugal assez élevé. Je dis des fois de façon un peu humoristique pour les Suisses, comme on est tous un peu banquiers dans l'âme, on fait de la monnaie. Et souvent, là, les gens me regardent, me disant que ça veut dire faire de la monnaie. Je dis, ça veut dire échanger son conjoint de 40 ans contre 2 de 20. Voilà, c'est un danger, force d'éclatement. Et puis, alors maintenant, on assiste, hélas, à une recrudescence du taux des divorces chez ceux qui arrivent à la retraite. Parce que comme depuis maintenant bien des années, les 2 conjoints travaillent, qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils arrivent à la retraite? Ils vont se retrouver à être 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. Ils n'en avaient strictement pas l'habitude. Ils sont plus habitués. Et parfois, ils supportent mal. Donc, vous avez là vraiment un temps qu'on appelle parfois les 40e rugissants. Vous savez, pour le langage des marins, il y a le Vendée Globe, là, ces temps. S'ils passent les 40e rugissants, c'est bon. Là, c'est pareil. Là, c'est un peu pareil. Cette phase où on a des ados à la maison, nous, on a 40-50 ans, et on a nos parents qui arrivent à la retraite ou un peu plus, vraiment, la famille se fait déchirer dans tous les sens. D'accord. Pourquoi elle a dit ça, Madame Lee Combridge Graham? C'est parce que le temps travaille pour nous. Des 2 côtés d'ailleurs. Si on est en haut dans la période de rapprochement autour du berceau, on va ensuite, quand on aura résolu un peu toutes ces tensions de jeune famille, c'est aussi un défi pour le couple de s'adapter à la vie de son enfant. On y reviendra peut-être si on prend après tout à l'heure les étapes de la vie familiale. Mais il faut déjà s'adapter à ça. Il faut que les grands-parents découvrent le rôle de grands-parents. Mais ils vont s'y faire, tout le monde s'y fait. Et on a cette ligne horizontale qu'on appelle la trentaine calme, où nous on a environ 30 ans, on est jeunes parents. Nos parents sont devenus des grands-parents qui se sont adaptés à notre manière d'éduquer nos enfants. Nos enfants ont entre 3 et 10 ans, c'est juste absolument l'âge splendide, ils sont enthousiastes pour tout. C'est un magnifique moment de vie. Il faut s'enrichir des belles relations à ce moment-là parce qu'on approche des 40e rugissants et du moment où tout va vouloir s'éclater. Mais là aussi, tenons le coup, parce qu'après les 40e rugissants, il y a un autre plateau formidable. Quand on arrive à la cinquantaine, en général, on est assez apaisé, on est plus calme, on a vécu les grandes expériences, on se sent assez bien dans sa peau. Nos adolescents ont évolué et sont devenus des jeunes adultes formidables. D'ailleurs, les adolescents disent parfois pour rigoler, quand j'étais ado, j'avais des parents archi nuls. Mais maintenant que je suis adulte, c'est incroyable tout ce que mes parents ont appris en 5-6 ans. Reste à savoir qui a appris, hein, on se doute bien. Et puis alors, parfois, nos parents atteignent la vieillesse et là, la vie est injuste. Parce que certains n'ont pas de problème de santé et peuvent vivre une vieillesse très heureuse, qui peut se prolonger maintenant jusqu'à 75, 80 ans, pas de problème. Et puis parfois, hélas, la vie est cruelle et il y a des sinistres maladies, ils ne peuvent pas profiter de leur vieillesse et ça,
peux rien faire là contre. Et quand je dis que le temps travaille pour nous, c'est que d'une manière ou de l'autre, dans quelque phase que l'on soit, on va évoluer vers une phase suivante. Et c'est bon de savoir que un peu toutes les familles y passent. Je ne veux pas faire des schémas trop absolus, bien mais sûr. grosso modo, ça se retrouve. Et ce n'est pas nous qui sommes bizarres si on a des ados qui pètent le câble à la maison. C'est normal, ça fait partie de la vie. Et ça ira mieux dans quelques années. Alors c'est intéressant parce que là, ça touche vraiment à tous les âges dans la famille. Oui. On a des internautes qui nous suivent qui ont un peu tous les âges. Alors, ça serait peut-être intéressant, en quelques mots, de détailler chaque étape pour chaque âge. Tu as parlé de la naissance, tu as parlé du jeune couple, de l'adolescence. Donc, si tu as des petites informations à nous donner, parce que souvent, une information fait que, hop, on a une illumination. Ah, mais c'est pour ça que ça se passe comme ça à la maison. Et du coup, ça apaise. Donc, voilà, quelques mots sur chaque étape. Alors là aussi, j'espère que ceux qui monteront l'émission pourront faire apparaître ce tableau où chacun pourra puiser un peu. Alors, il faut le comprendre, ce tableau. La première colonne nous met 7 grandes étapes du jeune adulte au jeune couple, à la famille avec des jeunes enfants, famille avec des adolescents, quand les enfants poursuivent leur chemin, la famille durant la vieillesse et se préparer à la fin. Ça, c'est les grandes étapes qu'on a pris en compte dans ce tableau. La deuxième colonne indique, et c'est une bonne chose de le connaître, les objectifs pour chacune de ces étapes, les grands objectifs. Et la troisième colonne donne 3 ou 4 moyens à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de chacune de ces étapes. Très bien. Soit dit entre nous, il est normal d'évoluer, normal de passer par des phases de déstabilisation, parce qu'il y a des familles dans lesquelles on a comme but, ils ne savent pas forcément le mot, mais ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'évoluer. On a envie que nos enfants restent des enfants tout le temps. Et aux premiers signes d'adolescence, on va les casser de ça. Non, 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 tu vas rester l'enfant que j'aime, qui est en admiration devant ses parents. Tu ne vas pas devenir un ado. Ouais, Mais c'est juste contre-nature. dramatique. C'est contre nature. On empêche l'évolution. L'homéostasie, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, certains psychiatres disent qu'elle ne peut se faire qu'au détriment d'un des éléments du système familial. Ça fait peur, donc on préfère ne pas entrer, ne pas traverser. Mais il vaut mieux affronter et y aller. Exactement. Il faut y aller vers ces phases de changement. Même, ce n'est pas toujours facile. Alors la première. Jeune adulte, la première chose qu'il doit accepter, c'est de quitter le monde de l'enfance, confortable. Il doit accepter de se séparer Ça, de c'est ses parents. le jeune adulte lui-même qui doit accepter ça. Okay. Et alors, mais des deux côtés. Oui, mais Les là, on parents, est centré sur... Voilà, le jeune adulte, lui, son objectif, c'est d'accepter cette séparation et puis de devenir autonome, de devenir adulte. Alors, il faut qu'il arrive, comme moyen à mettre en œuvre, à se différencier par rapport à sa famille d'origine. Il doit exister maintenant pour lui. Eh oui. L'autonomisation, c'est un grand mot. Et dans le monde d'aujourd'hui, on ne leur facilite pas la vie. Parce qu'on sait que pour obtenir un emploi, il faut avoir de l'expérience. Ouais. Mais pour avoir de l'expérience, il faudrait avoir obtenu un emploi. Donc, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge. Ouais, ça, c'est bien vrai. Il faut qu'il développe des relations intimes avec ceux de son âge et puis qu'il s'établisse dans la vie professionnelle. On peut dire que les objectifs et les moyens qui sont mis en place, très souvent, ça se fait naturellement, sans qu'on ait besoin forcément de trop y réfléchir. Exact. Ça va se faire automatiquement, bon gré, mal gré, Ouais, c'est ça. pour autant qu'on ne résiste pas à cette évolution. Donc c'est intéressant de savoir et de mettre des mots dessus pour des choses qui se passent sans forcément qu'on sache forcément d'où ça vient et comment ça se passe. Voilà, on met des mots dessus. Mais ça Parce se fait qu'il y a plus ou moins naturellement. il y a des étudiants éternels, hein. Il y a des jeunes adultes qui trouvent Qui très veulent pas, confortable ouais. d'être chez papa et maman. Et ils ont 25 ans et ils ont 30 ans. Vous connaissez peut-être le film Tanguy. Tanguy, ouais. Alors voilà, phénomène Tanguy. c'est un petit risque quand même. Deuxième étape. Le jeune couple. Alors là, il y a un carrefour. Parce qu'on n'est pas obligé d'évoluer en couple. Ouais. On peut rester célibataire. Si on est célibataire, il faut savoir que les étapes suivantes se vivront, je dirais, un peu par procuration, avec des neveux, des nièces, avec des filleuls, enfin les enfants de nos amis, des choses comme ça. Mais si on se met en couple, il faudra accepter de s'impliquer dans le nouveau système. Vraiment, trouver son nouvel équilibre de vie en tant que conjoint. Pas toujours facile, non, là, ça peut être... On dit souvent que la première année de mariage ou de concubinage ou que peu importe, de vie à deux. Souvent, c'est un peu turbulent. Ah oui, ça peut. Ça peut. Alors voilà, les moyens à mettre en œuvre, c'est former un système conjugal, former un système de vie à deux, réaligner du coup ses relations avec la famille élargie, les parents et les beaux-parents,
Et là encore, Ça peut être on connaît les problématique. histoires drôles sur le sujet, mais dans la réalité, il faut y travailler. Et puis, il faut réaligner ses relations avec ses amis pour y inclure le conjoint. Si j'étais membre d'un club, comment je vais faire? Je vais aller à mon club tout seul. On a parlé des cycles affectifs la dernière fois. Peut-être que je vais aller un moment tout seul, ça me fera du bien, ok? Ou bien peut-être qu'au contraire, dans ce club, j'ai envie d'y inclure mon conjoint. Comment on va le faire? Ouais, donc on recrée un équilibre, cette fois à deux. Voilà, exactement. Troisième étape, je vois la famille avec des jeunes enfants. Oui, c'est ce qui arrive À mon souvent. avis, c'est très turbulent. Alors là, il va y avoir un grand objectif, c'est accepter les nouveaux membres dans le système. Et ça, pour les mamans, c'est assez automatique. Elles se sentent vite maman Souvent, après avoir pas été, pas tout le temps, mais souvent. pas toutes, mais après avoir été 9 mois enceinte, après avoir vécu un accouchement qu'on espère bien se passer, la maman, elle est maman. Mais le papa, lui, il faut qu'il fasse une démarche, Sa place. qu'il trouve sa place. Ils vont devoir assumer le rôle de parents et je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que ça devient de plus en plus compliqué. Je pense qu'une des raisons, c'est que toujours, ou presque toujours maintenant, les deux conjoints travaillent à l'extérieur. Donc, il faut trouver un nouvel équilibre. C'est pas facile non plus quand c'est l'un des deux reste à la maison et l'autre part travailler. J'ai déjà entendu des conjoints qui disent je me sens un peu à l'écart parce que je suis pas là la journée. La personne qui est à la maison voit toutes les évolutions de l'enfant, pas moi. Du coup, et voilà, à chaque fois, dans toutes les situations, il y a un équilibre à trouver. Il n'y a pas de médaille sans revers. Ouais. Ouais. Mais voilà, il faut le savoir. C'est un des objectifs à travailler. Et faire avec. Après vient un moment passionnant. Moi, je ne connais pas, donc je te laisse parler. Alors, la famille avec des adolescents, mais même si là, pour quelques personnes qui me connaissent, savent que pour nous, ça a été une étape très difficile au niveau personnel. Peut-être pour ça aussi que ça a déclenché un certain intérêt pour toutes ces questions familiales. Mais il faudra, dans la famille avec des adolescents, avoir comme objectif d'augmenter la flexibilité des limites familiales afin de tenir compte de l'indépendance croissante des ados. Et ça, c'est un grand défi pour tout le monde. Pour l'adolescent aussi, c'est les défis physiques auxquels il doit faire face, accepter son corps qui grandit, accepter ces choses-là. Pour les parents, c'est aussi un grand défi. C'est peut-être l'étape où il y a le plus de bouleversements de vie. En fait, c'est simple pour personne, parce qu'on stigmatise souvent les adolescents, c'est compliqué, les pauvres parents, mais pour les adolescents, ce n'est pas forcément non plus une étape très simple. Mais non, c'est difficile. Faut le dire aussi. C'est difficile. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, on est plus ouvert à oser demander des relations d'aide. Il y a des centres d'accompagnement des familles qui sont excellents, qui sont à notre disposition. Et il faut les utiliser avant que les choses peut-être ne tournent trop mal. D'accord. Donc, on peut chercher sur Internet, relations d'aide, famille, on trouvera des centres. Ou écrire à Espoir Média et je donnerai une liste d'adresses volontiers. Très bien, pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, la 5e étape, c'est quand les enfants poursuivent leur chemin. Et ça, c'est peut-être un beau moment, même s'il a une certaine tristesse, c'est qu'on voit nos enfants quitter le nid. C'est plutôt une bonne chose. Comme tu dis, c'est l'effet Tanguy qui fait un peu peur. C'est plutôt ça qui n'est pas normal. Alors, si on a des Tanguy à la maison, on sera carrément content qu'ils quittent le nid. C'est ça. C'est une étape normale Mais oui, que les c'est une enfants étape normale. Mais elle n'est pas toujours facile à accepter pour les parents. De plus en plus de parents vivent avec l'objectif de lancer leurs enfants dans la vie. Et quand ils y arrivent, parfois, ils ne savent plus très bien quoi faire. Ils se sentent déstabilisés. C'est une étape. Et ça veut dire qu'un des moyens à mettre en œuvre, c'est de renégocier le système conjugal comme une dyade. On va non plus être 5, 4, 3 en famille, on va être 2. Il faut retrouver cet équilibre de la vie à 2. Il faudra d'ailleurs aussi arriver à développer des relations d'adulte à adulte avec nos enfants. On ne pourra plus les traiter comme des petits. Il faudra être conscient qu'ils deviennent adultes, ils ont fondé une famille, ils sont parents à leur tour. Comment je leur parle? Un beau rééquilibrage à faire là. Et puis, il faudra aussi élargir la famille avec la nouvelle belle famille ou les nouvelles belles familles si on a plusieurs enfants. Et ça devient quelque chose d'assez vaste. Mais en même temps, c'est une belle exploration. C'est la découverte de nouveaux mondes familiaux et relationnels. C'est vraiment bien. Il y a une étape suivante. Oui, la famille durant la vieillesse. Et là, l'objectif, c'est d'accepter les changements des rôles générationnels. Et on arrive, je ne sais pas quand on va passer l'émission, mais nous, on est au mois de décembre, je me permets de le dire. Et du coup, on arrive dans cette période de Noël. Et ça, c'est très révélateur.
Tant qu'on est, nous, la famille prenante au centre, on fait les Noëls chez nous. On invite les grands-parents chez nous, on invite les enfants chez nous. Puis à un moment, il faudra que ça bascule. C'est nous qui allons être les grands-parents invités. Et là, il faut laisser la place à la génération montante de prendre la place centrale. Et si on a des parents qui ont bien fait ça, on arrivera assez volontiers à reproduire le schéma. Mais si on a des parents qui se sont accrochés au rôle de pilier central, on va faire probablement la même erreur. Et c'est pas très bon. C'est un immense cadeau que d'avoir des parents qui donnent à la génération montante la place de pilier central. Savoir céder sa place. Ouais. Transmettre. Transmettre le flambeau. Ouais, exactement. Et une dernière étape, se préparer à la fin. Elle n'est pas très drôle, celle-là, mais elle existe et il faudra peut-être gérer la perte du conjoint et de ses pères, de tous ceux de notre âge. On constate déjà maintenant des fois des gens qui n'existent plus, de ceux qui étaient avec nous, et jamais on imaginait qu'ils ne seraient plus là. Pourtant, ça arrive. Peut-être c'est aussi l'occasion de bilan et de revoir sa vie, d'accepter le départ. On parle beaucoup de famille, beaucoup de parents, enfants. Est-ce qu'on peut faire une toute petite aparté si je suis célibataire? Comment je m'intègre là-dedans? Alors, le célibataire va avoir une tendance, c'est à rester un peu plus accroché à son noyau familial d'origine. C'est-à-dire que pour lui, ses parents, peut-être même, je reprends l'image des Noëls, les Noëls se vivront plus volontiers chez ses parents que lui aura envie d'accueillir du monde. Bon, je ne vais pas faire une règle générale, mais on sent cet attachement au noyau familial d'origine. Et puis, comme on l'a peut-être déjà un tout petit peu évoqué à demi-mot tout à l'heure, il pourra vivre ces étapes différentes avec sa famille élargie. Il a peut-être des frères, des sœurs qui, eux, seront devenus parents, lui sera devenu oncle, ou bien une fille sera devenue tante, et puis elle pourra vivre un peu ces cercles de croissance avec sa famille élargie. Peut-être, s'il a rompu les amarres, il va se retrouver avec des cercles d'amis, peut-être des gens lui demanderont d'être parrain ou marraine de leurs enfants. Donc il pourra le vivre. Il a sa place aussi. Mais et il rentre dans ce schéma, mais peut-être de façon moins en cascade. Ouais. Merci beaucoup. On arrive vers la fin de notre émission. Est-ce que s'il y avait 2-3 conseils à retenir, 2-3 choses à retenir de tout ce qui a été dit, des choses que tu veux absolument transmettre aux internautes, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors peut-être reprendre la spirale de la vie familiale et se rappeler que le temps travaille pour nous. Si on est dans une étape difficile, on va retrouver une étape plus calme après. Si on était un peu indépendant, on va vouloir se rapprocher, en circulant sur l'étape. Et puis alors peut-être, quelque chose qui me tient à cœur, c'est dans chaque étape de savoir apprécier le moment présent. Il y a du bien dans chaque étape. Comme on disait avant, il n'y a pas de médaille sans revers, mais il n'y a pas de médaille sans beau côté. Donc, arriver à accepter la situation dans laquelle on est, en tirer le meilleur parti et profiter du temps présent. Merci beaucoup, Gilbert. De rien. J'espère que cela vous a éclairé sur votre propre famille. Peut-être que c'est le moment pour vous aujourd'hui de peut-être faire un petit retour sur cette émission, faire pause sur les schémas qui ont été présentés, vous identifier, voir à quelle étape vous êtes, peut-être voir est-ce que j'arrive à atteindre mes objectifs, sinon voilà, quelques clés pour pouvoir y arriver, afin que vous puissiez vivre votre vie en famille de manière apaisée, heureuse et comme l'a dit Gilbert, à chaque étape, il y a du bonheur et c'est ce qu'on vous souhaite. Exactement. Merci Gilbert. On se retrouve pour un prochain numéro de Famille sans tabou, En attendant, prenez soin de vous et bonne journée. Au revoir.